et on termine finalement par un Q&A. Donc, je m'appelle Thomas Romagnoli, je travaille chez la société Mubus et ensemble avec les collègues de ICET et IDEA, nous sommes responsables pour l'accompagnement dans les différentes phases de l'appel à projet. Oui, le fait que vous êtes dans cette session-ci, ça veut dire que vous avez déjà déposé un dossier et que votre projet a été considéré éligible pour l'appel à projet. Donc, déjà, félicitations pour ça. Mais donc, actuellement, vous vous trouvez dans la phase de préparation du dossier complet. Le dossier qui va être évalué par le jury qui décide finalement quels projets seront soutenus. Et l'objectif de cette session ici, c'est de vous fournir les informations importantes à la préparation de votre dossier pour la phase de pré-candidature. Donc, comme vous voyez le message sur les Teams, on va enregistrer la session comme ça, l'enregistrement est après disponible pour vous renseigner s'il y a certains points que vous voulez revoir, mais aussi pour les gens qui n'ont pas, qui ne peuvent pas participer à cette session aujourd'hui. Okay. Bien. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Il y a un collègue, Amandine Denef, qui va faire le suivi de ces questions pendant la session. Mais donc, à la fin, comme on a vu, à la fin de la session, il y a aussi un Q&A qui est prévu où on ouvre le floor pour n'importe quelle question autour de l'appel à projet. Excusez-moi. OK, on est là. OK. Dans la phase de l'analyse de l'éligibilité des dossiers, on a constaté que les liens avec l'économie circulaire pourront mieux être clarifiés dans pas mal de projets. Peut-être que vous avez déjà vu, mais dans la session collective de mercredi, on va vous présenter certains outils qui vous aident à intégrer l'économie circulaire dans le business model de votre entreprise ou de votre projet. Mais déjà ici, on prend un moment pour clarifier le concept de l'économie circulaire et les opportunités liées pour les entreprises et les associations. Ouais. Est-ce que je peux demander à tout le monde d'éteindre les micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, la Commission européenne définit l'économie circulaire comme une économie dans laquelle les produits et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible, où les déchets et l'utilisation des ressources sont réduits au minimum, et lorsqu'un produit finalement arrive en fin de vie, que les ressources qui le composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être utilisées encore et encore pour recréer de la valeur. Donc, l'économie circulaire, ça vise vraiment à maintenir la valeur et l'utilité des produits et des ressources le plus longtemps possible en dépassant vraiment la vision de la seule gestion des déchets ou de l'efficacité des ressources dans le mode de production. Donc, comme vous voyez ici en bas dans la figure, dans une économie 100% circulaire, la notion de déchet n'existe en fait d'ailleurs plus. Dans l'économie linéaire, qui est représentée avec cette flèche-ci, c'est une économie qui consiste à extraire les matières premières, à fabriquer des produits, à les consommer et enfin à les jeter. Donc, autrement dit, les matières premières utilisées finissent par devenir et rester des déchets. Et donc, un tel modèle économique a des répercussions négatives tant sur l'environnement que sur l'économie. Et cette économie linéaire, ça conduit à une consommation, voire une surconsommation des ressources, ainsi que la production de déchets. Et c'est là où les pratiques circulaires peuvent aider à prévenir l'apparition de déchets. Et on va parcourir ces pratiques circulaires ici avec vous. Dans ce cadre-ci, on parle de circulaire car ces différentes pratiques créent un ensemble de boucles qui réinsèrent la matière, les ressources, les produits tout au long de cycles économiques, en fait. Ici, dans la figure, au centre, il y a la chaîne de production, en fait, où on démarre avec des matières premières. Avec ça, on fabrique des pièces détachées, on les met ensemble pour produire pour créer des produits
qui livre en fait des services aux consommateurs. Dans l'économie circulaire ou dans cette visualisation ici dans l'économie circulaire, il y a deux cycles qui sont distincts. Le premier, c'est le cycle qu'on appelle le cycle technique ou inorganique. Et c'est le cycle dans lequel les matériaux, les composants, les produits sont réutilisés, réparés, reconditionnés, remanufacturés ou encore recyclés. Et vous voyez que, ouais, il y a une différence. Le plus grand, le cycle ici sur cette figure-ci, le plus qu'il y a de la valeur qui est perdue. Ça veut dire que, oui, recycler un produit, oui, dans ce processus-là, il y a beaucoup plus de valeur qui est perdue comparé à une réutilisation, par exemple. Le plus évident, hein, en fait, de conserver un bien dans un cycle de vie économique, c'est de le maintenir en état de fonctionner. Et quand le bien est détérioré ou tombe en panne, il peut retrouver son utilité par un acte de réparation que vous voyez ici au centre, ici dans la maintenance. Ça veut dire que c'est une activité qui ne demande pas beaucoup d'énergie, où il n'y a pas beaucoup de valeur qui est perdue et qui vraiment conserve beaucoup de valeur. Ce qui est bien sûr important, c'est que si un produit est conservé dans le cycle de vie économique, qu'on optimalise son utilisation. Et pour ça, on peut faire ça en le partageant, par exemple, le produit avec d'autres. Comme ça, on optimalise son utilité. Le cycle qui vient après, c'est le cycle de réutilisation, redistribution. Sur réutilisation, on comprend en fait toute opération par laquelle des produits sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu. Donc, ça peut prendre la forme d'un échange, d'un don, d'une revente, par exemple via des magasins de seconde main. La redistribution, c'est un autre moyen de maintenir l'utilisation des produits et d'éviter qu'ils ne deviennent des déchets. C'est par exemple en détournant les produits de leur marché cible vers un autre client. Le produit est comme ça mis au profit aussi. Donc, par exemple, une marque de mode pourrait redistribuer des vêtements invendus d'un magasin à l'autre. C'est ce qu'on comprend via la redistribution. Dans le cycle après, il y a rénover, réusiner, rénover aussi, mis sous le mot refurbishing. C'est remettre le produit en bon état de fonctionnement. Et c'est vraiment un moyen de leur redonner de la valeur. Donc, cela peut inclure le remplacement des composants, la mise à jour des spécifications, l'amélioration de l'apparence esthétique, par exemple. Côté, il y a réusiner ou remanufacturing. C'est la situation dans laquelle un produit ne peut plus rester en circulation dans son état actuel et où il nécessite un travail plus intensif pour être réutilisé. Donc là, à la fin de vie d'un produit, il y a vraiment les composants qui sont récupérés, les composants qui sont après utilisés dans la conception d'un nouveau produit. Et le dernier cycle ici, c'est le recyclage. Dans le cadre de l'économie circulaire, c'est un peu la dernière solution parce qu'avec le recyclage, la valeur intrinsèque d'un produit, donc tout le temps, toute l'énergie qui a été investie dans la fabrication d'un produit, c'est perdu. Et on garde que la valeur des matériaux qui est conservée. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez le laptop que vous êtes en train d'utiliser maintenant et ce laptop est recyclé, oui, on récupère des métaux. Oui, mais ces métaux ont une valeur que environ 10 euros. Donc, 90% de la valeur de votre ordinateur est perdue dans la phase de recyclage. Parce que ce n'est pas nécessairement le coût des métaux qui est le plus important, mais c'est vraiment la complexité des composants qui sont intégrés dans votre ordinateur. Donc là,
vous comprenez que si on peut réutiliser ces composants, si on peut prolonger la vie de votre ordinateur, avec ça, on peut conserver beaucoup plus de valeur dans le cycle de vie économique, en fait. Maintenant, parler du cycle technique, il y a aussi un cycle biologique. Donc, le cycle biologique décrit le processus qui restitue les nutriments au sol et aide à régénérer la nature. Bien sûr, pour pouvoir entrer dans ce cycle-là, ces matériaux doivent être non toxiques et biodégradables. Mais si ça c'est respecté, ouais, il y a un potentiel pour redevenir des nutriments pour des organismes biologiques par lesquels ils seront consommés, générant des produits naturels qui peuvent être réutilisés comme matériaux renouvelables dans le cycle économique. Donc, ça, ceci, c'est un schéma qui est souvent utilisé pour expliquer l'économie circulaire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise ou comment ça pourrait se traduire dans un business model pour les entreprises? Ici, je vais vous présenter si un business model possible en lien avec l'économie circulaire. Ici, ils seront indiqués un par un, mais en réalité, on les voit souvent de façon combinée dans un seul projet. Le premier business model, qu'on propose ici, c'est l'économie collaborative. Ça veut dire que on va optimiser l'utilisation d'un produit et on va partager donc l'utilisation. Donc, le même produit est utilisé par pas mal d'acteurs différents au sein de sa vie, en fait, avant de devenir un déchet. À côté, il y a l'économie de la fonctionnalité. Dans l'économie linéaire, souvent, on vend des produits. On vend la possession d'un produit. Mais on peut aussi l'envisager différemment et avec l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment l'usage qui est mis à disposition et le client paye en fait pour cette utilité du produit. Et comme ça, c'est comme choisir de ne pas acheter une voiture, mais de vous abonner sur Cambio, sur des autres plateformes de voitures partagées. Là, il y a l'usage. Ce produit peut être usagé par plusieurs utilisateurs qui payent par utilisation, par kilomètre conduit, par exemple. Et bien sûr, au moment que ce produit, la voiture, par exemple, est à la fin du cycle de vie, ou c'est remis en état, ou c'est recyclé. Aussi très important dans l'économie circulaire, c'est le prolongement de la durée de vie des produits. En mettre en état chaque fois de nouveau. On peut vraiment prolonger la durée de vie. Comme ça, le produit peut optimaliser son utilité avant d'arriver de devenir un déchet et d'arriver à ce dernier cycle, cette dernière boucle de recyclage. Il y a aussi ce qu'on appelle écologie industrielle. C'est une situation, c'est une structure, une symbiose dans lesquelles il n'y a pas toujours des matériaux, des matières premières vierges qui sont utilisées. Mais là, on va vraiment voir si le déchet d'une entreprise A ne pourrait pas être utilisé comme ressource pour l'entreprise B dans sa production. Et comme ça, on optimalise ensemble dans cette symbiose l'utilisation de matières premières, l'utilisation de matières qui se trouvent déjà dans l'économie et on évite en fait la production des déchets. Et bien sûr, il y a le recyclage et ça peut prendre différentes formes en boucle long, en boucle court, ça dépend si le déchet, comment le déchet va être collecté, s'il y a un tri nécessaire avant de pouvoir recycler ce flux de matière, en fait. Donc, comme j'avais indiqué, souvent on retrouve une combinaison de différents de ces principes dans un seul projet. Mais où se trouve maintenant l'opportunité pour une entreprise? Pourquoi c'est intéressant de créer son business model autour de l'économie circulaire? Ici, on a listé quelques opportunités. Bien sûr,
Oui, il y a la réduction des approvisionnements en énergie en matière de première parce qu'on va optimaliser les matières de première, on va optimaliser l'usage, on va regarder s'il n'y a pas de flux alternatifs qui pourraient être utilisés, qui pourraient remplacer des matières premières vierges. Il y a bien sûr la réduction des déchets qui est fortement liée au premier point. Il y a le potentiel de réduction de l'impact environnemental parce que si dans l'extraction des matières premières, il y a aussi énormément des émissions CO2 qui sont produites. Donc, en améliorant l'utilisation des matières premières, on crée aussi un impact environnemental, mais ça va bien sûr beaucoup plus loin que seulement les émissions CO2. Il y a la réduction de coûts, parce que si on peut optimaliser toutes ces matières premières, toute cette énergie, ça a un coût. Si on peut réduire ces approvisionnements-là, oui, il y a un potentiel de réduction de coûts aussi. Dans l'économie circulaire, ça fonctionne très fort en réseau, où il y a de nouveaux partenariats qui sont créés au sein de différentes organisations, parce que, par exemple, dans l'écologie industrielle, l'entreprise B, oui, dépend de l'entreprise A pour ses ressources et tout. Donc, c'est plutôt dans un esprit de partenariat que cette économie circulaire s'est créée. Autre opportunité, c'est l'acquisition de nouveaux clients, des clients qui sont attentifs à l'impact, au impact environnemental, à cette nouvelle proposition comme les ventes de l'usage et tout. Par contre, ça donne aussi une possibilité de fidéliser des clients. Parce que, par exemple, si vous allez vendre l'usage d'un produit et pas vendre le produit en soi, oui, vous avez créé une relation plus long terme avec les clients parce qu'ils vont payer dans une plus grande période, par exemple. Donc là, ça offre un potentiel pour fidéliser les clients. Il y a bien sûr l'adhésion du personnel, qui demande de plus en plus des questions autour de la valeur qui est créée par leur boulot. Et bien sûr, l'économie circulaire, ça stimule l'innovation en concevant des produits plus durables et ça crée des entreprises qui sont plus résilientes parce que à un côté, ils sont moins dépendants de certains inputs comme les matières premières vierges, mais à l'autre côté, ils se trouvent aussi plus dans une écologie, dans une symbiose, en partenariat avec des autres organisations ensemble, ce qui aide vraiment à créer de la résilience au sein de ces entreprises. Donc voici petite introduction sur l'économie circulaire. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point-ci, jusque maintenant. Non? Oui, Il y a une question dans le chat. Ah, voilà. il y a une question dans le chat qui porte sur l'échelle de Lansing. Si on utilise des éléments en recyclage qui n'avaient aucune valeur ni utilité au départ, dans l'exemple, ça parle de déchets de l'agroalimentaire, est-ce que la valeur d'économie circulaire est aussi élevée que les autres phases considérées 1 à 3? La personne qui a posé cette question, c'est donc Geneviève Levivier de A plus Z Design. Donc, moi, comment je comprends la question, est-ce que vous pouvez peut-être confirmer, Geneviève, en gros, de se dire si le déchet était vraiment pas utilisé auparavant, même si c'est bas dans l'échelle de Lansing, entre guillemets, vu que c'est du recyclage, est-ce que le fait qu'il n'était pas utilisé du tout avant, fait que ça a quand même une grande valeur circulaire? Est-ce que c'est bien ça votre question? Je sais pas si elle est encore là. Oui, c'est bien ça la question. Donc la question est si on peut, en fait, c'est démarrer un projet avec des déchets et de l'essayer de l'intégrer dans l'économie. Est-ce que c'est bien ça la question? Oui, et d'après enfin, ce que j'ai compris, en tout cas, et ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que du coup, la question, c'est de se dire: «OK, donc le projet porte sur le recyclage.
Donc entre guillemets, dans la hiérarchie de l'échelle de Lensing, c'est plutôt bas, comparé à d'autres stratégies. Mais la question, c'est de se dire, vu que c'est un déchet qui vraiment, n'était pas du tout utilisé et qui n'avait pas de valeur et qu'on essaie de le recycler, est-ce qu'on aura quand même, entre guillemets, «des bons points», vu que c'est vraiment un déchet qui servait à rien, même si c'est sur l'échelle du recyclage? Heu, Même si c'est au niveau du recyclage sur l'échelle de Lensing. Oui, oui. Mon idée, c'est, allez, on peut voir ici, hein. C'est bien sûr le recyclage, il y a pas mal de valeur qui est perdue, mais si on crée une valeur à un déchet en créant, ouais, une chaîne de recyclage autour de ça et que ça donne le potentiel de remplacer avec un déchet une matière première vierge, en fait, au début, oui, ça tombe, ça se trouve pas mal, ouais, complètement dans l'idée de l'économie circulaire. Oui, et c'est ce qu'elle dit, que ce sera pour remplacer un produit beaucoup plus Ouais. polluant. Mais l'idée qu'on voulait aussi indiquer ou éviter ici, c'est que le recyclage, ça se trouve dans l'économie circulaire, mais l'économie circulaire, c'est pas une économie de recyclage. L'économie circulaire, ça va beaucoup plus loin de ça. Il y a beaucoup plus de possibilités que du recyclage. C'est pour ça que j'ai fait un peu d'attention sur ce point-là, que ouais, c'est pas exactement la même chose. Ça se trouve dedans, mais on peut aller plus loin. Mais de nouveau, ça dépend du contexte d'un flux spécifique. Si c'est un flux qui normalement va se trouver en déchet et qui n'est pas utilisé du tout, et on pourrait l'intégrer comme matière première dans la production, c'est bien sûr ce qu'on envisage avec l'économie circulaire. OK. OK. C'était la seule question qu'il y avait qui a été Oui. mise dans le chat. Donc, cette version du plan financier, vous pouvez la retrouver sur Mon Espace. Donc, normalement, vous avez tous reçu une communication de la plateforme Mon Espace euh, en demandant une DRC, donc un complément d'info, en fait. Et comme vous voulez voir, vous allez accéder à la plateforme via votre ancien dossier. Donc, pour vous, vous allez ouvrir le dossier que vous avez soumis pour la phase précédente. Et là, vous allez voir que vous avez de nouveau accès aux réponses que vous avez intégrées avant, mais vous allez voir qu'en plus de ça, il y a cette version du plan financier et en plus, il y a encore quelques questions en plus qui vont apparaître. Comme on a déjà reçu pas mal de questions sur le nombre de caractères qui étaient limités pour certaines questions dans la phase précédente. Donc, pour ces questions qui vont rester, euh, là, le nombre maximum de caractères va rester aussi. Mais donc, il n'y a normalement pas de nombre de caractères maximal pour ces nouvelles questions, des questions qui ont été ajoutées pour cette phase de pré-candidature. Déjà ça pour info. Donc, comme je vous montre ici, il y a certaines infos en plus qui va être demandé à vous dans la version élaborée du formulaire de candidature. Et maintenant, dans cette partie-ci de la présentation, on va vite parcourir avec vous les questions qui ont été ajoutées. Comme ça, vous avez maintenant déjà une meilleure vue sur ce qui est demandé, les détails qui est demandé pour pouvoir soumettre un dossier complet. Ok. En commençant avec l'adéquation du projet avec l'économie circulaire. Donc, voici 5 questions qui ont été ajoutées dans le formulaire de candidature qui est maintenant disponible sur mon espace. Donc, vous êtes invité à répondre dans quelle mesure le projet permet de conserver la valeur le plus longtemps possible. Donc, ça lie avec ce que j'ai présenté dans dans l'introduction de la présentation.
Dans quelle mesure le projet permet de réduire au minimum la production de déchets et l'utilisation des ressources? Dans quelle mesure le projet permet de maintenir les ressources dans le cycle de vie économique euh, en vue de les réutiliser? Dans quelle mesure la solution circulaire apportée dans le projet permet de recréer de la valeur? Et dans quelle mesure la solution circulaire apportée dans le projet garantit une création de valeur le plus élevée possible au regard de l'échelle de Lansing. Et aussi à droite, vous voyez la figure qui était aussi indiquée dans le, dans le vademecum, en fait. Donc ça, c'est des détails, des questions détaillées qui sont demandées en lien avec l'économie circulaire pour pouvoir clarifier de nouveau comment votre projet s'inscrit dans les objectifs principaux de l'appel à projet. En plus de ça, il y a le plan financier complet à ajouter au dossier, mais il y a aussi quelques questions liées aux faisabilités économiques. Dans le plan financier, vous allez indiquer des chiffres d'affaires. Ici, vous êtes demandé d'expliciter le chiffre d'affaires attendu et lié aux sources de revenus. Il y a aussi quelques questions sur le positionnement pour pouvoir estimer si ce chiffre d'affaires va être ouais, réaliste. Donc, la question est posée, comment allez-vous vous positionner sur le marché? À quels besoins, problèmes répond votre produit service? Écrivez les moyens, structures financiers, humains qui seront mis en œuvre pour permettre au projet de persister dans le temps, parce que ça, c'est l'objectif de l'appel à projet, c'est pas de subventionner un projet pour la durée de l'appel à projet, c'est vraiment de subventionner des projets qui peuvent continuer après et créer une valeur ajoutée économique pour la Wallonie. Donc ici, une description de ces moyens qui sont nécessaires sont demandés. En lien avec ça aussi, une description du caractère reproductible du projet et la possibilité de son application à plus large échelle et quelles seront les retombées économiques pour votre entreprise, mais aussi pour l'ensemble de la Wallonie. Aussi, plus de questions détaillées sur la faisabilité économique. Après, il y a la question sur la faisabilité technique, parce qu'on veut être rassuré que ce que vous proposez, est-ce que c'est faisable techniquement? Donc, première question, quels sont les éléments techniques clés nécessaires pour réaliser votre projet? Votre projet nécessite-t-il un développement technologique? Déposez-vous des compétences pour le faire? Est-ce que dans l'équipe projet, vous avez toutes ces compétences à disposition? Sinon, comment vous allez rassurer que ces compétences sont attirées ailleurs pour pouvoir réaliser le projet? Quels sont les différents objectifs poursuivis par le projet ainsi que les résultats attendus en lien avec ces objectifs? C'est aussi quelque chose qui n'était pas demandé avant. Mais donc, quel sera le résultat envisagé? Avez-vous identifié des freins, des risques pour la réalisation des projets, des risques dans la réalisation, accès à certains flux de matière éventuellement, peut-être il y a c'est pas 100% clair si ce marché existe. Il y a pas mal de choses avec lesquelles on peut le penser. Dernier point, décrivez l'originalité, les critères, les caractères innovants de votre projet. L'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin de ce qui se passe déjà actuellement dans l'économie en Wallonie, d'apporter une certaine originalité, une certaine innovation en lien avec l'économie circulaire. Tout. C'était la faisabilité technique. Il y a aussi des questions sur l'impact environnemental. Donc, ouais, expliciter les impacts environnementaux positifs qui pourraient découler de votre projet. Donc, impact sur l'utilisation des ressources, consommation de eau, énergie,
biodiversité, mobilité, changement climatique, il y a pas mal de choses à lesquelles on peut penser. Et dans la mesure du possible, vous êtes estimé, vous êtes demandé à faire une estimation, par exemple en tonnage de matière revalorisée, probablement en lien avec le chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi réfléchir à quel montant ou quelle quantité de matières premières seront sauvées, par exemple, par le projet. Et c'est ce type de chiffres quantifiés, si possible, qu'on recherche dans cette partie-ci. Bien sûr, c'est aussi en réalisant un projet, oui, souvent il y a aussi un impact environnemental, des impacts environnementaux négatifs qui sont créés, qui pourraient découler de votre projet. Donc, c'est aussi ce point-là que vous êtes demandé d'expliciter les impacts. Et dernier point lié à l'impact environnemental, c'est comment envisagez-vous d'évaluer et contrôler vos impacts environnementaux de votre projet? Comment ce sera fait? Qui va le faire? Est-ce que vous allez le réaliser laisser évaluer par l'équipe projet? Est-ce qu'il y a un tiers qui va être attiré pour le faire? Ce sont des choses auxquelles on pense avec cette question-ci. Oui. Et bien sûr, il y a aussi l'impact social. Expliquer en quoi votre projet intègre une dimension sociale et sociétale, peut-être en lien avec certains partenaires que vous allez impliquer dans le projet pour réaliser certaines tâches ou autres. Ça peut être lié au résultat de votre projet. Indiquer le nombre d'emplois créés dans le cadre de ce projet. Expliquer comment le projet vise à renforcer les compétences et les métiers en lien avec l'économie circulaire, expliquer en quoi ces emplois sont durables, de proximité et non délocalisables. Donc, durable va montrer que même après la durée de la subvention, ces emplois, le projet va rester, les emplois vont rester, le projet va continuer, vous allez continuer à réaliser cet impact. Et comment envisagez-vous d'évaluer et contrôler vos impacts sociaux durant votre projet? C'est une question qui est posée aussi. Chose que vous voulez clairement indiquer aussi, probablement vous avez aussi noté, c'est important de ne pas attendre les derniers jours pour commencer à concevoir votre projet et commencer à réfléchir autour de toutes ces questions-là. On va encore revenir là-dessus. Il y a aussi un accompagnement qui est disponible pour vous soutenir euh, pour trouver une réponse adéquate à chacun de ces questions-là. Mais comme vous voyez ici, on va plus loin dans cette phase de pré-candidature. Il y a pas mal de questions à lesquelles vous devez répondre. Donc, il y a encore ce mois-ci, la date de soumission, c'est le 27 mars. Mais donc, oui, n'attendez pas les derniers jours pour commencer à réfléchir sur ces points-ci. Je ne sais pas s'il y avait des questions spécifiques. Il y a encore 2 autres questions. La première, c'est concernant l'impact social. Les emplois créés concernent uniquement les emplois directs au sein de l'entreprise ou aussi les emplois indirects? Euh, de mémoire, souvent, les deux sont indiqués dans les réponses dans des exercices comme celui-ci. Je crois que vous êtes... ma recommandation personnelle, si vous pouvez estimer les deux, ce serait vraiment un renforcement de votre projet. Parce que oui, le range d'influence autour d'un projet peut être beaucoup plus large que juste l'équipe projet qui réalise le projet. Donc, ma recommandation, c'est d'indiquer, si vous pouvez l'estimer, d'indiquer les deux, en fait. Je crois que ça va une façon de renforcer et de donner aux membres de jury, de clairement indiquer aux membres de jury le potentiel de votre projet. Merci. Et alors, il y a une question qui porte sur les sous-traitants. Est-ce que les sous-traitants doivent clairement être identifiés ou peut-on mentionner les différentes options possibles et présentes en Wallonie? D'office, toutes les parties
qui reçoivent de l'argent, qui vont recevoir de l'argent via ce soutien public, c'est important qu'il soit indiqué dans la candidature. Pour les partenaires, donc c'est possible que vous allez soumettre un projet à plusieurs partenaires. Là, il y a un détail du montant que chaque partenaire va recevoir pour réaliser le projet. Mais en plus de ça, il est aussi important, si vous allez travailler avec des sous-traitants en plus, de au moins les indiquer dans la description du projet, d'indiquer pour quelles tâches ils seront engagés. Si possible, d'indiquer, de faire déjà une estimation du montant lié. Mais donc, c'est pour créer des situations dans lesquelles vous devez respecter les marchés publics pour pouvoir engager encore des partenaires ou des sous-traitants après. C'est pour cette raison-là que c'est important de déjà clairement identifier tous les partenaires, les moyens qu'ils ont besoin, les prestations qu'ils vont réaliser pour éviter cette complexité administrative après. Peut-être pour, compléter Amandine, donc en fait l'importance d'identifier déjà tous les partenaires avec qui vous allez travailler maintenant, c'est justement comme le disait Thomas, cette question de règles de mine enfin de marché public parce que si vous n'identifiez pas dans le document de formulaire maintenant avec qui vous allez travailler, si vous utilisez, ce subside par après pour, collaborer avec des sous-traitants, eh bien on sera soumis à cette, fameuse prospection du marché dans le cadre des marchés publics. Ça veut dire que vous allez devoir vous passer un marché public à votre échelle, pour pouvoir trouver des collaborateurs et même si c'est pas le collaborateur ou le sous-traitant avec qui vous voulez travailler directement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir absolument passer un marché public et ça ne vous intéresse pas, bien évidemment. Dans votre cas, vous avez encore la liberté à maintenant d'identifier vos partenaires et cette loi des marchés publics intervient plus particulièrement pour, les structures à faible montant, à faible fonds propres, c'est-à-dire souvent donc des startups qui ont, imaginons 15 ou 20 000 de fonds propres et qui reçoivent 50 000, imaginons, de la région wallonne. Ça signifie que la part de fonds propres octroyée dans le cadre du subside est supplémentaire aux fonds propres apportés par l'entreprise. Et donc, malheureusement, dans ce cadre-là, les entreprises tombent sous la loi donc, des marchés publics et devront, pour identifier un partenaire, absolument passer un marché public. Pour éviter cette situation-là qui est complexe pour vous, si vous êtes lauréat, l'idéal, c'est maintenant d'identifier vos partenaires et dans ce cas, eh bien, on ne rentrera pas dans la loi des marchés publics pour vous. Voilà. Merci. Il y a, du coup 2 questions qui découlent de cette réponse. 1re question, si nous sommes déjà soumis à un marché public, comment faire dès lors pour identifier les partenaires potentiels dans le projet? Hem, Ouais, la question du coup ici, je présume que c'est déjà donc une entreprise, qui est subventionnée par marché public. Dans ce cas, il faut voir pour quel type d'activité vous êtes subventionné. Tout ça, Je suis c'est pas non, on est soumis à marché public, donc à la ressourcerie namuroise, et donc effectivement, pour n'importe quel service, que ça soit des travaux, de l'impression de flyers ou n'importe quel sous-traitant avec lequel on veut travailler, on est soumis à marché public. Dès lors, moi, à partir du moment où le marché, il est pas passé, je peux pas identifier, l'un ou l'autre partenaire, dans le projet, vu qu'on n'en est pas à ce stade-là. d'accord, dans tous les cas, vous êtes soumis à cette loi des marchés publics, donc Oui, vous devrez, au moment en temps voulu, passer un marché public. Donc vous, malheureusement, vous êtes déjà ouais, dans cette contrainte-là. Donc ça, aucun souci. Vous passerez dans oui. ce cas le marché public, après, et ce sera justifié dans votre situation. OK, merci beaucoup. et il y avait aussi une question de, Faramer qui fait à la suite de sa question. Il faut indiquer les sous-traitants possibles ou le sous-traitant qui travaillera avec nous. Mais ça, je pense que du coup, on a répondu si le sous-traitant n'est pas, identifié, ça veut dire que vous serez du coup soumis à, la procédure de marché public et donc, que vous devrez faire un marché public pour sélectionner le sous-traitant si vous ne l'avez pas sélectionné, en amont. Et ça, Amandine, si et seulement si, la part de fonds propres apportée par, le subside dans le cadre de cet appel à projet est supérieure à vos fonds propres à vous. Donc si vous avez 50 000 de fonds propres de votre côté et que vous avez 30 000 de la région wallonne, dans ce cas, vous avez beaucoup plus de fonds propres que de fonds publics. Dans ce cas, vous n'êtes pas soumis,
aux lois sur les marchés publics. Maintenant, si c'est l'inverse, que vous avez 50 000 de subsides et que vous n'avez que 30 000 de fonds propres, là, dans ce cas, on est au-dessus des 50-50 et vous devez absolument passer un marché public. Sauf si c'est déjà identifié dans le cadre du dossier. OK. Merci beaucoup. Une question, quid d'un marché public pour l'achat d'un terrain? Peut-être que la personne peut préciser sa question. Bonjour, oui. On souhaite acheter un terrain dans le cadre du projet. Ceci dit, le lieu est bien identifié ainsi que le propriétaire. Est-ce que l'on est amené tout de même à avoir un marché public dans ce contexte? Est-ce que vous rentrez donc dans cette fameuse catégorie de l'apport si vous êtes lauréat qui serait supérieur aux 50%? Oui, affirmatif. Alors dans ce cas, oui. Ok, d'accord. Merci. A priori, il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Merci. Le sujet suivant qu'on voulait discuter avec vous, c'était lié aux aides de minimis. Parce que le format standard, c'est les aides de minimis générales, les règles que vous avez aussi retrouvées dans le vademecum et où une entreprise a le potentiel de recevoir maximum 200 000 € sur 3 ans. C'est pour ça aussi qu'on a demandé ces déclarations sur l'honneur que vous avez nous envoyées. En plus de ça, il y a aussi une règle des minimis spécifiquement pour les produits agricoles. Donc, c'est une règle des minimis qui est applicable pour les entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles. Et donc, la production primaire des produits agricoles concerne principalement la culture, sylviculture, élevage, et aussi certaines activités de transformation de produits agricoles réalisés. Tout. Ce qui est important ici, c'est que pour cette aide d'État des minimis produits agricoles, il y a des plafonds spécifiques qui sont applicables, autre que ce seuil de 200 000 € sur 3 ans. Et on indique ça ici parce qu'on on est tombé sur 19 projets sur lesquels on croit qu'au moins partiellement, il se trouve dans le périmètre d'application de ce règle des minimis agricoles. Et donc, ça va un peu influencer les cadres. Ce que nous allons faire, c'est nous allons avertir les entreprises pour lesquelles on croit qu'ils se trouvent dans ce cadre-là. Si vous n'êtes pas mis au courant et vous pensez quand même que votre projet est en lien avec la production primaire des produits agricoles, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Mais ce qui est important, c'est que si ces entreprises qui sont liées à cette production agricole demandent un accompagnement individuel, on va aussi pouvoir impliquer le bureau d'avocat Janson pour leur aider, juste pour assurer que leur projet respecte bien ces règles-là. Donc, de là aussi, l'importance pour les projets, ces 19 projets, de s'inscrire aux accompagnements individuels parce que ça pourrait influencer les montants maximaux qui pouvaient être accordés au projet. Je vois qu'il y a une question qui entre. Oui, c'est en rapport avec justement du coup les aides de minimis. Au niveau des minimis, il y en a une autre demande de subside en cours qui n'a rien à voir avec le projet et pour lequel nous attendons aussi une réponse. Doit-on l'indiquer car on n'est pas sûr de l'obtenir? On ne dépassera de toute façon pas le plafond. D'office, oui. Une entreprise qui demande de 200, qui reçoit plus que 200 000 € sur 3 ans, oui, elle ne respecte pas les règles et on sait qu'il y a des contrôles sur le niveau européen qui se passent là-dessus. Donc ici, c'est très important que vous respectez et que vous ne dépasserez pas de toute façon les plafonds là. Ici,
si vous évaluez qu'il n'y a pas de risque là-dessus, il n'y a pas de nécessité, vous pouvez l'indiquer, mais donc il n'y a pas vraiment de nécessité pour indiquer ça. Mais donc dans ce cas-là, c'est vous qui prenez aussi la responsabilité là-dessus, parce que bien sûr, aussi de notre côté, dans l'évaluation, on n'a pas la vue sur toutes les autres demandes de subsides en cours pour tous les candidats, en fait. Ok, merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. L'avant-dernier point, c'est de nouveau un rappel sur les accompagnements individuels. Donc, comme vous avez probablement entendu pendant la session d'info, donc il y a la possibilité de recevoir gratuitement un accompagnement individuel pour vous aider à préparer et pour renforcer le projet en lien avec la faisabilité technico-économique, le plan financier ou l'impact environnemental du projet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour cet accompagnement individuel. Ce qui est prévu, c'est qu'il y a un entretien préliminaire d'environ une demi-heure et qu'il y a un accompagnement entre 1h30 et 1h30 et 2 heures par projet. Quand même, on demande de ne pas s'inscrire ou d'éviter de s'inscrire après le 13 mars parce que de notre côté aussi, on doit pouvoir tout gérer. Mais donc, le lien est disponible dans la notification de l'analyse de gélibilité. C'était dans la même communication dans laquelle vous avez aussi retrouvé les liens vers ces sessions collectives. Maintenant, bien sûr, en plus de ça, il y a aussi le helpdesk qui est disponible. Le helpdesk avec l'adresse email et le numéro téléphone que vous avez utilisé aussi avant. Donc, on est là pour répondre aux questions plutôt ad hoc. Pour les accompagnements individuels, il y a vraiment un coach qui va être désigné par projet. Donc, de préférence, contacter cette personne-là. Mais donc, le helpdesk est aussi encore toujours là. Sur les questions en lien avec mon espace, ce helpdesk peut vraiment répondre aux questions sur le contenu de l'appel à projet et vous aider à formuler à challenger, formuler des réponses. Mais pour les questions liées à la plateforme Mon Espace, c'est nécessaire de contacter la plateforme, le helpdesk de la plateforme Mon Espace, parce que aussi de notre côté, on a non plus une vue totale de tout ce qui se passe dans la plateforme et les problèmes techniques liés. N'hésitez pas à leur contacter aussi pour des questions plutôt techniques. OK, ça c'était le contenu de la présentation qu'on avait prévu. On arrive à la partie Q&A. Donc, si vous avez encore des questions sur ce qui a été présenté ici ou autres questions liées à l'appel à projet, vous pouvez toujours les indiquer dans le chat. On a encore quelques minutes disponibles pour les discuter, en fait. Et entre-temps, Mathias a aussi mis dans le chat le lien vers le formulaire pour s'inscrire pour les accompagnements individuels. Il y a une question concernant les accompagnements individuels. Quand est-ce qu'on aura des nouvelles pour fixer la date de la réunion individuelle? Oui. Donc, les coachs prendront contact avec toutes les entreprises qui se sont inscrites le plus vite possible. Donc, ça va être aujourd'hui ou demain que vous avez recevoir une première communication de leur part. Vous avez encore. Les 10% de frais doivent être compris dans l'enveloppe ou c'est un supplément? Est-ce que vous parlez des frais généraux? Oui. Thomas, tu me corriges si jamais, mais les frais généraux correspondent à maximum 10% du montant total du projet, donc ce n'est pas à part, c'est la manière de calculer, vous
Vous avez votre projet sans les frais généraux, vous prenez 10 et vous vous dites que c'est le montant maximal, de frais généraux que vous pouvez avoir. Oui, c'est correct. Et donc, ces 10%, c'est lié c'est la part des frais liée au fonctionnement général de la structure porteuse du projet, en fait. OK. Il y a une question, 2 autres questions. Enfin, je reprends du coup la réponse. Donc ils sont en dehors du scope de l'enveloppe. Donc ils sont en dehors de l'enveloppe. Je n Peut-être la personne peut expliquer. C'est pour moi, c'est pas 100% clair. Voilà. Oui. Voilà. Oui, donc en fait, ma question était la suivante. Si maintenant, imaginons qu'on a le projet qui, bon là, on a un engagement de personne pour 100 000 euros. Et donc fatalement 10% de 100 000, ça fait 10 000. Est-ce que on peut considérer ces 10 000 là comme un plus au niveau de l'enveloppe, ou bien on doit dire ben non, on doit diminuer le montant du personnel qu'on souhaite engager, hein, donc au lieu d'avoir 100, on va faire en sorte d'avoir 90 pour que ces fameux 10 000 soient inclus dans les 100 000, quoi. Ces 10%, c'est lié aux frais généraux, donc c'est pas lié aux frais de personnel. Donc ça, c'est à part, et sur les frais de personnel, il n'y a pas de limite sur un pourcentage qui est indiqué. Donc, frais généraux, c'est vraiment 10% sur les loyers de bureau, les coûts pour l'eau, gaz, frais Oui, de mais ils sont comptabilité. calculés sur l'ensemble du projet, quoi. Oui. Oui, donc Donc si c'est moi je veux être dans 10%. l'enveloppe, Ouais. donc imaginons ici, bon, c'est 120 000 le maximum, si mes souvenirs sont bons. Si je veux rester dans les 120 000, si je fais plus 10%, ben, je suis plus dans les 120 000, je suis à 100, voilà, 122 000, quoi. Oui, mais vous n'êtes pas Hem, obligé de mettre des frais généraux, hein. Donc en fait, si vous souhaitez, en effet couvrir des dépenses, de votre entreprise sur 100 000 € de subsides, dans ce cas, les frais généraux, c'est maximum 10 000. Mais si vous préférez mettre 100 000 autre part et pas considérer ces dépenses comme OK, étant couvertes par le subside, pas de souci. et ces 10 000 là doivent pas être justifiés, hein? Non. OK, ça va, merci. Et vous l'avez mentionné, mais pouvez-vous repréciser quelle situation, rapport fonds publics, fonds propres, permet d'éviter la problématique des marchés publics dans le cadre des sous-traitants? Oui, je vais la réexpliquer, donc ça arrive très souvent dans le cadre de start-up ou d'entreprises qui sont lancées, il y a pas si longtemps avec, un apport en fonds propres qui est minime. C'est-à-dire autrement que, imaginons vous avez, vous, dans votre entreprise, 10 000 € de fonds propres. Si vous demandez un subside de 20 000 €, ça signifie que sur les 30 000 que d'apport en capital qui constitue votre entreprise, eh bien, il y a 2/3 de subsides, donc c'est-à-dire de l'argent issu de la région wallonne, donc de public, et un tiers qui sont dédiés, enfin qui sont issus donc de fonds propres, de fonds privés. Dans ce cas, vu qu'il y a, une partie plus importante de fonds propres, enfin de fonds apportés par la région wallonne, dans ce cas, vous êtes soumis, à cette contrainte des marchés publics. Donc il faut savoir que toute, administration, tout pouvoir public, est soumis à cette réglementation-là. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir acquérir quelque chose, pour pouvoir réaliser une dépense, on doit réaliser un marché public. Ici, c'est exactement le même cadre. Donc la possibilité, c'est que si vous demandez 20 000 et que vous n'avez que 10 000 de fonds propres, dans ce cas, si vous le savez, vous augmentez votre apport en fonds propres. Dans ce cas, vous avez un 50-50 et vous n'êtes pas soumis à cette réglementation-là. Si vous ne le savez pas le faire, vous rentrez donc dans ce cadre-là. Si maintenant vous avez l'inverse, vous demandez 10 000 de la région wallonne et que vous avez 20 000 en fonds propres, dans ce cas, vous n'êtes pas du tout soumis à cette réglementation des marchés publics. Donc c'est assez compliqué à comprendre, comme ça, malheureusement, c'est un petit peu la contrainte que nous avons, nous, dans le cadre des appels à projets. Elle ne touche pas donc les grandes entreprises, sauf certains organismes qui sont déjà subventionnés par ailleurs par la région wallonne. Mais du coup, elle concerne vraiment toutes les entreprises qui sont dans la catégorie plutôt, start-up ou diversification, mais qui sont vraiment aux premières années de leur entreprise avec un apport en fonds propres qui est minime. Voilà, je ne sais pas si ça a clarifié la situation? Hem, je pense que ça a clarifié, mais il y a une question qui fait suite, qui est des fonds propres spécifiques au projet ou des f ou fonds propres de la société,
général, on va dire. Donc si je comprends bien la question, c'est-à-dire que, pour moi, d'après ce que je comprends de votre question, c'est par rapport au fonds propre global de la société. Donc en fait, c'est la société qui est soumise dans ce cas-ci au marché public dans le cadre du projet, mais c'est dans l'ensemble de la société. Donc si vous avez en effet, et ça rejoint un petit peu le plan financier, ça veut dire que dans votre capacité de financement au sein de votre entreprise, eh bien, vous avez un apport qui est supérieur à ce que vous demandez par la région wallonne. Dans ce cas, vous ne tombez pas dans cette règle, de ces règles de marché public, car vous avez la capacité en interne de financer votre projet. Oui, c'est ça. Et donc la personne répond: «OK, ce n'est donc pas la part de fonds propres indiquée dans le cadre de ce projet, soit les 30 Non, ça, c'est vraiment autre chose. C'est la partie maximum de subside qui peut être, accordée par rapport au montant du projet. Hem, voilà, alors il y avait une question: «Pourriez-vous nous dire combien de projets ont été déposés sur la plateforme et passent à la deuxième étape?» En termes de communication, je propose que c'est à Valentin de... Oui, pardon, désolé, je pensais Oui, que vous alliez répondre. Donc nous, ok. aucun souci avec ça, on peut le dire. Donc on a, 68 projets qui sont, en cours de de sélection pour la deuxième étape. Donc voilà. Il y a pas mal de projets. Parfait, merci. Hem et alors, il y a encore une, question: «Pouvez-vous réexpliquer pour éviter un maximum la procédure des marchés publics? Comment au mieux indiquer les différents partenaires possibles? Merci». Mais ça, du coup, je pense que Valentin vient d'expliquer à partir de quel moment la procédure de marché public, s'applique. Pour éviter la procédure des marchés publics, en fait, si vous avez identifié, les sous-traitants ou partenaires avant, donc c'est-à-dire s'ils sont repris dans votre dossier de candidature que vous devez rendre, pour le 27 mars, si vous avez déjà identifié la société et que c'est alors du coup, la question des marchés publics se posera pas. C'est dans le cas où vous identifiez pas en amont les partenaires sous-traitants. Si vous rentrez dans toutes les conditions que Valentin a expliquées au niveau des fonds propres et que là, du coup, vous pourrez tomber dans la procédure de marché public. Du coup, la personne répond: «OK, merci, donc autant être assez large». Beh, il f pour enfin, je réponds, mais corrigez-moi si besoin. Je pense qu'en fait, le projet va être analysé et les différents partenaires que vous référencez pour qui, des subsides vont être accordés vont aussi être regardés. Donc il faut que cela fasse sens avec le projet et ne pas mettre, ne pas mettre plusieurs partenaires pour un seul poste, sinon ça fonctionnera pas justement pour éviter les marchés publics. Vous pourrez les éviter en identifiant en amont si vous dites: «OK, moi, je vais travailler avec l'entreprise AB et voilà, c'est cette entreprise-là et c'est tout», mais pas mettre, «Ce sera peut-être cette entreprise-là ou celle-ci», alors là, du coup, ça fonctionnera pas. C'est aussi lié à la question sur est-ce que vous avez toutes les compétences pour réaliser le projet? Est-ce que, quoi, avec la faisabilité technico-économique et autres, là, normalement, les partenaires que vous allez engager, oui, ils ont un lien avec la réponse à ces questions-là. Donc, c'est le plus spécifique que vous voulez être et que vous pouvez être dans la description de votre projet, oui, le plus vous allez aussi renforcer ou mettre confiance au jury que vous avez une bonne idée de comment réaliser et mettre en réalité le projet que vous proposez. Donc, restez assez flou sur les partenaires que peut-être vous avez vraiment nécessaire ou vous avez, par exemple, vraiment une nécessité pour une compétence spécifique. Oui, c'est important de ne rester pas dans le flou, mais de clairement indiquer, oui, on a un contact avec ce partenaire-là qui va être lié au projet pour réaliser ça et ça, éventuellement pour ce montant, même ce montant-là. Ce sont toutes des choses qui renforcent vraiment le dossier et qui font faire confiance au jury euh, que le projet est viable, bien pensé et bien réfléchi et tout. Hem,
Parfait, merci. Il y a une question encore en lien avec cette problématique. Si on a lancé une demande de brevet international qui coûte 56 000 €, dépenses étalées sur plusieurs années, que les fonds propres sont de 15 000 € et que l'on demande 70 000 € avec Go Circular, rentre-t-on dans la soumission des marchés publics? Valentin, enfin, d'après l'explication qui a été donnée par Valentin, les fonds propres sont donc bien inférieurs aux subsides et donc a priori, vous rentrerez donc dans la soumission au marché public. Et j'ai vu Valentin acquiescer, donc voilà. OK. Alors une autre question, si on tombe dans la procédure des marchés publics, est-ce que le fait d'avoir 3 devis et qu'on en sélectionne un est suffisant? Là, je vais répondre. Donc oui, ça dépend en fait le type de montant et le type d'acquisition ou de dépenses. Globalement, en effet, si on est sur des devis, on doit en demander minimum 3 et on doit sélectionner celui qui a le prix le plus bas. Et respecter évidemment, donc dans ce cas, le montant du devis sélectionné. Donc voilà, c'est vraiment la procédure simplifiée. Mais donc ça, je propose que, en tant que, si vous êtes lauréat et que vous rencontrez cette difficulté-là, à ce moment-là, eh bien, vous reprendriez enfin, dans tous les cas, on sera en contact avec vous au quotidien au niveau de l'administration et donc là, on vous accompagnera dans ce type de démarche qui, pour vous, est peut-être un peu plus compliqué, mais qui, pour nous, est business as usual. Donc voilà, on vous aidera si nécessaire, mais voilà, donc ça ne rentrera pas tellement en cause maintenant pour la sélection de enfin pour la sélection de votre dossier ou non, en tant que lauréat pour Go Circular. Ça interviendra plutôt dans le suivi administratif et budgétaire, sur la période de subvention, mais donc là, on sera là pour vous aider. OK. Il y a une autre question qui est aussi un peu du même acabit. À partir de quand doit-on passer par un marché public? Par exemple, si on achète du petit matériel, budget dérisoire par rapport au projet global, doit-on également passer par un marché public pour cela? Quel est le montant de base? Hem, je pense que la réponse que Valentin vient de donner s'applique aussi ici, que ce sera si vous êtes lauréat, on sera là, enfin, pour vous accompagner sur ces questions. Et La peut-être personne pour ouais. compléter, parce que je vois que Sylvie, désolé, je n'ai pas le nom de famille, mais c'est vrai que s'il y a des questions par rapport à ces marchés publics, nous, on a un helpdesk qui répond à toutes ces questions au niveau de la région wallonne. Donc là aussi, hein, globalement, on peut vous accompagner. Donc il n'y a pas de souci avec ça, mais pour moi, ce sont des questions qui arrivent beaucoup trop tôt maintenant. Il y a encore le processus de sélection qui arrive, donc on aura largement le temps d'y revenir, en temps voulu. Parfait. Et alors, il y avait juste une petite question qui était, restée en suspens. Il y avait donc une question sur le nombre, de personnes qui étaient passées en phase 2, enfin le nombre de projets et il y avait une question par catégorie. Hem, Ouais, ça, je préfère ne pas dire. Je pense que là, ça relève beaucoup plus de la compétition entre vous et c'est pas spécialement pertinent. Mais voilà, sachez qu'il y a eu donc dans tout 90 dossiers remis, et une petite septantaine sont candidats pour la 2e étape du processus de sélection. Donc voilà. merci. Voilà, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. OK, merci beaucoup. Peut-être, autre info, donc le mercredi, il y a une deuxième session collective qui est organisée l'après-midi où on va mettre le focus sur les outils qui peuvent vous aider à intégrer les principes de l'économie circulaire et de renforcer le business model que vous proposez dans le cadre du projet. Donc là, on va consacrer pas mal de temps sur comment construire ce business model qui est viable économiquement, mais qui est au même moment en lien avec l'économie circulaire. Donc là, c'est organisé le mercredi. Peut-être que vous vous avez déjà inscrit, mais donc c'est le mercredi de nouveau de 14 h à 16 h. Il me reste que vous remercier pour votre temps, votre participation, vos questions.
Les coachs, pour ceux qui sont inscrits pour un accompagnement individuel, les coachs vont revenir vers vous le plus vite possible. Pour les autres, il y a aussi le helpdesk qui reste à disposition en cas des questions. Donc, merci beaucoup. Succès avec la préparation de votre dossier au NLA pour vous aider si vous avez des questions. Okay. Donc, merci beaucoup et bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci beaucoup.